Al-Jahiz, un nom inoubliable dans l'histoire de la littérature arabe, voit pourtant souvent son origine déformée, parfois même dissimulée. Nous savons qu'il a marqué les esprits par ses œuvres et ses idées révolutionnaires, mais qu'en est-il de ses origines ethniques? Pourquoi son identité suscite-t-elle tant de débats et de controverses? En tant qu'homme noir dans un monde arabo-abbasside médiéval, Al-Jahiz a évolué dans une société imprégnée de préjugés raciaux, qui faisaient notamment de sa noirceur un élément participe de sa laideur. Ces préjugés, d'abord exprimés par des stéréotypes raciaux, ont ensuite pris d'autres formes, à savoir celles de récits et représentations, contribuant à une falsification historique progressive. Ainsi, certains ont cherché à, entre guillemets, l'arabiser en blanchissant son image pour le rendre plus acceptable. D'autres, au contraire, ont tenté de le rattacher à une ascendance servile, affirmant que son grand-père aurait été un esclave. Comment ce récit reflète-t-il les tentatives historiques de minimiser les contributions africaines? Pourquoi associe-t-on systématiquement ce génie à une condition servile? La vérité est qu'Al-Jahiz détonne. Grand maître de la littérature arabe, il défie l'image réductrice et raciste souvent imposée aux Noirs dans les sphères eurocentristes de notre époque. Aussi, pour certains orientalistes, accepter qu'Al-Jahiz, arabe de naissance et noir de peau, puisse descendre d'une tribu noble provoque une dissonance insupportable. Mais d'où vient cette idée tenace selon laquelle ce géant de la littérature aurait été un esclave abyssin ou un zange? Pourquoi persiste-t-elle et surtout, sur quelles preuves repose-t-elle? C'est ici qu'entre en scène une figure centrale de ce mythe, Charles Pella. Qui est Charles Pella et quel est son rôle dans la création du mythe autour des origines d'Al-Jahiz? Charles Pella, éminent islamologue français, né en 1914 et mort en 1992, a laissé une empreinte importante dans l'étude de la littérature arabe classique, en particulier à travers ses recherches sur Al-Jahiz. Cependant, Pella est aussi l'un des principaux architectes d'une idée devenue un mythe. Al-Jahiz serait un descendant d'esclaves africains. Pourquoi mythe? Parce que cette affirmation repose davantage sur des conjectures que sur des preuves solides. En examinant de près son œuvre majeure, le milieu basrien et la formation d'Al-Jahiz, on découvre un point essentiel souvent négligé. La thèse de Pella manque de fondements vérifiables. En effet, elle s'oppose aux sources primaires et aux biographes médiévaux d'Al-Jahiz, qui ne font nulle mention d'une origine éthiopienne ou d'un passé d'esclavage. Il faut dire que l'argumentaire de cet orientaliste concernant l'origine d'Al-Jahiz repose surtout sur des suppositions et des interprétations qui, soyons honnêtes, manquent de fondement. Ces interprétations semblent même influencées par des idées préconçues liées à la couleur de peau de notre auteur. Mais attendez de voir. On va creuser ensemble dans les détails et vous verrez comment ces arguments s'effondrent lorsqu'on les analyse de manière plus rigoureuse. Dans la suite, on va démonter point par point cette théorie avec des preuves historiques et religieuses qui replacent la vérité au premier plan. Car au fond, ce qu'on découvre ici, c'est comment certains préjugés eurocentriques ont pu déformer l'héritage d'Al-Jahiz pour mieux coller à des visions simplistes. Comment Pella en est-il arrivé à présumer une ascendance servile et éthiopienne pour Al-Jahiz? Quels éléments lui ont permis de défendre cette hypothèse? Pour répondre à ces questions, analysons ensemble les arguments avancés par Pella dans son ouvrage « Le milieu basrien et la formation d'Al-Jahiz ». En premier lieu, Pella admet que les principaux biographes confirment l'ascendance arabe d'Al-Jahiz. Pourtant, il persiste à affirmer que le grand-père d'Al-Jahiz, décrit comme un Maoula de peau noire, serait d'origine éthiopienne. Voici les trois principaux arguments qu'il utilise pour étayer cette théorie. Premièrement, il commence par rappeler que des biographes notables assignent Al-Jahiz au clan des Moudarites, un groupe affilié au Banu Kinana. Il note deux hypothèses avancées. Soit Al-Jahiz est de pure ascendance kinanite, soit ce lien tribal viendrait du statut de Maoula de son oncle au sein de cette tribu. Pella interprète alors le terme Maoula comme une preuve de l'affranchissement d'un ancêtre esclave d'origine éthiopienne. Ensuite, notre orientaliste enchaîne en interprétant l'ouvrage d'Al-Jahiz, Fakhr al-Soudan ala al-Bedan, traduit en français par « Titre de gloire des Noirs sur les Blancs », comme une défense personnelle des Noirs qu'il relie sans justification explicite à une filiation zange d'Al-Jahiz. Pourquoi Pella fait-il cette connexion? Il ne le dit pas clairement, mais semble néanmoins s'attendre à ce que cette lecture s'impose comme une évidence. Enfin, Pella se base sur l'aspect physique d'Al-Jahiz pour étayer son hypothèse, supputant que sa noirceur trahirait une origine africaine. Il écrit, je cite,
L'origine africaine d'Al-Jahiz nous est fournie par son aspect physique. Il avait le teint très foncé et, même en faisant intervenir la loi de Mendel et en tenant compte du teint brun de la population basrienne, il est probable que la couleur de l'ancêtre noir se serait considérablement atténuée si du sang blanc s'était constamment infiltré dans la famille. Bien que cette citation ait son intérêt, notamment pour sa manière voilée de décrire la couleur de peau d'Al-Jahiz comme un brun très foncé, elle soulève un problème de fond. Cette noirceur semble ici utilisée comme un prétexte pour appuyer des spéculations sur une supposée ascendance servile. On devine une interprétation biaisée qui, en associant automatiquement l'africanité d'Al-Jahiz à un contexte d'esclavage, reflète une vision réductrice et problématique lorsqu'il s'agit de traiter des figures noires dans le monde arabe. Ce glissement est révélateur d'une tendance qui consiste à lier l'origine africaine à une forme de soumission, une interprétation qui semble bien plus imprégnée d'idées reçues que fondée sur des faits avérés. Nous aurons l'occasion d'explorer ce point en détail un peu plus loin. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les 3 arguments clés avancés par Pellat. Et dès à présent, on peut remarquer que ces arguments reposent bien plus sur des interprétations personnelles que sur des faits solides. Oui, je le répète, ce ne sont que des spéculations, et non des observations factuelles. Pourquoi cette thèse manque-t-elle de crédibilité ? Regardons d'abord un point qui interpelle. Pellat cite 2 sources médiévales majeures, les biographies d'Asakir et de Baghdadi, qui, elles, confirment l'origine arabe d'Al-Jahiz. Et pourtant, comme par hasard, notre orientaliste omet de signaler que ces sources n'évoquent absolument rien de l'ascendance abyssinienne qu'il lui attribue. Souad al-Khathlan, dans A Critical Edition of Kitab Raf Shan al-Hubshan, le souligne bien. Les biographes d'Al-Jahiz mentionnent simplement que son grand-père Fazara était noir, point. Pas la moindre allusion à une origine éthiopienne ou zanj. Cette généalogie abyssinienne serait donc une construction, une invention que ni Al-Jahiz, ni sa famille, ni ses contemporains n'ont jamais relayée. Mais pour Pellat, visiblement, ce détail n'a pas d'importance. Il semble mieux placé que les sources historiques les plus fiables pour décrypter l'identité d'Al-Jahiz. En réalité, Al-Jahiz revendiquait lui-même son appartenance à la tribu de Kinana, et l'historien Al-Djoubouri, dans Islamic Thought, appuie cette filiation en citant de nombreux érudits arabes qui confirment également cette lignée arabe. Mais là encore, ces sources semblent bien peu convaincantes pour Pellat, qui préfère s'appuyer sur des spéculations propres au cercle orientaliste. On en vient presque à se demander « Pourquoi un tel entêtement ?» Le deuxième argument de Pellat repose sur l'interprétation de l'ouvrage d'Al-Jahiz Fakhr al-Soudan al-Albedan comme un indice de ses origines africaines. Pourtant, Al-Jahiz ne mentionne nulle part sa propre ascendance dans ce traité. D'ailleurs, il a aussi écrit un texte sur les Turcs, Manakib al-Turk, sans que personne ne songe à en déduire une origine turque. Et s'il suffisait de ses écrits pour spéculer sur sa filiation, pourquoi ignorer les œuvres comme Kitab al-Biral ou Kitab al-Bayan ou al-Tabi'in, où il met en valeur la culture et la pensée arabe. Cette lecture psychologisante, qui tente de déduire son ascendance à partir des thèmes de certains de ses textes, manque cruellement de rigueur et révèle la faiblesse de tels arguments. Quant au troisième argument, il illustre parfaitement les limites des théories académiques influencées par un eurocentrisme latent. Ici, l'eurocentrisme n'est pas seulement une tendance, c'est une grille de lecture héritée d'une longue histoire coloniale qui tend à voir l'africanité sous l'angle de la servitude. Malheureusement, ce biais se glisse souvent dans les études orientalistes et même dans certaines recherches du monde arabe contemporain. Ainsi, en intégrant des perceptions coloniales, même inconsciemment, certaines études historiques s'enlisent dans des amalgames et des confusions, brouillant la pertinence de l'analyse. En somme, l'argumentation de Pellat, plutôt que de nous offrir une interprétation rigoureuse et étayée, nous plonge dans un océan de spéculation qui affaiblit son propos. Dans le cas présent, Pellat fait une observation assez frappante. En se basant sur plusieurs érudits arabes médiévaux, il note qu'Al-Jahiz était incontestablement noir, bien trop foncé pour qu'on puisse y voir une trace de métissage avec un peuple à peau claire. Il rappelle même qu'Al-Jahiz, en raison de son apparence, notamment sa couleur de peau et ses yeux, faisait l'objet de moqueries et de légendes souvent blessantes. Mais là où ça devient discutable, c'est que Pellat en tire une conclusion implicite, qu'à cause de cette noirceur, Al-Jahiz ne pourrait pas prétendre à une origine arabe pure et serait forcément issu d'un lignage d'esclaves affranchis ou maola. Entre préjugés et réalité, la vraie signification du statut de maola.
Voilà en somme le fond de l'argument de Pelat. Démontrer à tout prix une origine africaine pour Al-Jahiz, plus précisément une ascendance abyssinienne. Il se base sur le supposé statut servile de l'oncle d'Al-Jahiz, un Maola, pour tenter de lier ce dernier à une ascendance esclave africaine. Mais ce raisonnement repose surtout sur un préjugé persistant, comme quoi les Mawalis de l'époque étaient en grande majorité des esclaves affranchis de type Zanj. Nous reviendrons plus loin sur le terme. Or, la réalité c'est bien plus complexe, et réduire le statut de Maola à une origine servile n'est ni précis ni objectif. Pour étayer son argument, Pelat s'appuie sur un témoignage attribué au neveu d'Al-Jahiz, qu'on trouve dans une œuvre de l'encyclopédiste arabe Yakout. Ce récit indique qu'Al-Jahiz, par son oncle, aurait été un Maola, c'est-à-dire un esclave affranchi et protégé d'un certain Abu al-Qalamas, arabe noble de la tribu des Kinana et d'origine yéménite. Al-Jahiz, dit-il, était Maola d'Abu al-Qalamas Amr ibn Qila al-Kinanib al-Fuqaymi, qui était l'un des Nasa'a des Arabes. L'aïeul de Geljiz était noir, il était chamelier et travaillait pour le compte de Amr ibn Qila. Cette citation que reprend Pelat est extraite du livre arabe Irshad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib, traduit en anglais par Dictionary of Learned Men of Yakout. Ce passage constitue l'argument principal de Pelat pour suggérer une origine servile et non arabe d'Al-Jahiz. Mais pour que cette interprétation tienne vraiment, il faudrait d'abord s'assurer que ce terme a une signification unique et claire dans ce contexte. Ensuite, il serait pertinent de se demander quelle proportion d'esclaves, affranchis ou non, pouvaient réellement être d'origine abyssinienne à l'époque d'Al-Jahiz. Existe-t-il à ce moment-là une population massive d'esclaves éthiopiens ou zanges dans le monde arabe ? La réponse à ces questions est essentielle pour évaluer, comme le fait Pelat, la probabilité que l'oncle d'Al-Jahiz ait appartenu à cette communauté. Autrement dit, avant de valider ou non la présomption de Pelat, il nous faut comprendre à quoi renvoie le terme Maola et nous demander si cette citation peut justifier la prétendue servilité du grand-père d'Al-Jahiz. En consultant le célèbre Kitab al-Fihrist d'Ibn al-Nadim, une encyclopédie en arabe traduite en anglais par Bayard Dodge, on tombe sur la fameuse citation qu'utilise Pelat, où le terme Maola est mentionné. Pelat le traduit par « protégé », autrement dit un client, ce qui sous-entendrait ici un esclave affranchi. Mais la note ajoutée par le traducteur est des plus intéressantes. Elle révèle déjà que ce terme est loin d'être univoque. En réalité, Maola peut aussi bien désigner un ancien maître, un chef ou même un esclave. D'ailleurs, en s'intéressant de plus près au terme, on se rend vite compte qu'il peut avoir une multitude de significations, chacune dépendant du contexte qui lui donne son sens. Commentant les diverses occurrences du terme Maola dans les hadiths, Ibn Athir, éminent lexicographe et érudit de l'islam, nous éclaire sur la richesse sémantique de ce terme. Le terme Maola, dit-il, est polysémique car il désigne le maître, le propriétaire, le seigneur, le bienfaiteur, le bénéficiaire de son bienfait, le partisan, l'aimant, l'adepte, le voisin, le cousin paternel, l'allié, le contractant, le gendre, l'esclave et l'affranchi. Autrement dit, ce mot ne se limite pas au statut de client, d'esclave affranchi ou de non-arabe. Il peut tout aussi bien indiquer des liens de parenté ou des alliances entre clans. Mais ce détail semble échapper à certains commentateurs modernes qui prennent un raccourci facile pour justifier leurs propres interprétations. Avant l'époque des conquêtes islamiques, chaque cité arabe était largement composée de membres d'une même tribu, dont la cohésion reposait sur un ancêtre commun. Ce système excluait naturellement ceux qui vivaient hors de ce cadre tribal, qui étaient alors considérés comme des étrangers. Pour s'intégrer dans une cité, un étranger devait conclure un contrat appelé muwala, qui lui assurait une place dans la structure tribale grâce à une alliance spécifique. Ce contrat, loin de signifier un statut servile, représentait une relation d'alliance formelle avec un membre de la tribu, lequel jouait le rôle de garant. Par exemple, si l'étranger causait accidentellement la mort de quelqu'un, le Maoula, membre de la tribu, en assumerait la responsabilité financière en payant l'indemnité due à la famille de la victime. En contrepartie, en cas de décès de l'étranger sans héritier, ce Maoula héritait de ses biens. Ainsi, dans le cadre de ce système, le membre de la tribu devenait en premier lieu le Maoula al-Muwala, ou simplement Maoula de l'étranger, garant de sa sécurité et responsable en cas de problème. En second lieu, l'étranger, quant à lui, devenait le Halif, allié de ce Maoula, bénéficiant ainsi de sa protection et de son intégration dans la tribu.
Ce modèle montre bien, en plus de ce que nous avions déjà démontré, que le terme Maola pouvait aussi symboliser une relation d'alliance, de parenté ou de solidarité, loin de toute connotation servile ou étrangère au sens de non-arabe. Or, en s'appuyant de façon réductrice sur une citation de Yakut, Pellat prétend prouver une relation de clientélisme pour le grand-père d'Al-Jahiz. Ce raccourci est non seulement trompeur, mais aussi insuffisant pour démontrer une origine étrangère, au sens de non-arabe. Mais ce n'est pas tout. Si l'on consulte directement la source de Pellat, à savoir Yakut, nous constatons qu'en premier lieu, ce n'est pas le neveu d'Al-Jahiz, mais bien l'auteur du Kitab al-Fihrist, qui emploie le terme Maola. De plus, Pellat passe sous silence la phrase qui vient juste après, celle qu'il souligne. Phrase qui atteste de l'appartenance d'Al-Jahiz au Banu Kinana. Qui dit « Selon Abu al-Qasim al-Balkhi, Al-Jahiz était un Kinani originaire de Bassora ». Remarquons ici qu'Abu al-Qasim al-Balkhi n'indique pas qu'Al-Jahiz était un Maola de la tribu des Kinana, mais bien un membre direct de cette tribu. Étonnamment, Pellat choisit de négliger ce passage. On se demande bien pourquoi. Histoire révisée, Popović, Noldek et la révolte des Anges. À ce stade de l'analyse, difficile de ne pas sentir le biais qui sous-tend les interprétations de bon nombre d'orientalistes. Le cas d'Al-Jahiz s'inscrit dans une tradition qui cherche à simplifier les identités, en particulier celles des Noirs, dans le monde arabe et islamique. Résultat, on voit fleurir toute une série de pseudo-études qui véhiculent des schémas simplistes, des hiérarchies rigides, bref, un héritage de la vision coloniale et eurocentrée. Cette altération de l'histoire orientale, Édouard Saïd l'avait déjà dénoncé dans Orientalisme. Il y attaque sans détour ces grilles de lecture impérialistes et eurocentrées qui gangrènent les études orientales. Je laisse dans ma description un lien pour ceux qui souhaiteraient se procurer la version française de ce classique en matière d'études postcoloniales. Maintenant, refermons la parenthèse et revenons à notre sujet. Avec Pellat et ses disciples, on assiste à une falsification et à un détournement sémantique. Ils forcent les sources classiques à dire ce qu'elles ne disent pas. Pellat insiste par exemple sur une interprétation du terme Maola, qui est non seulement étroite mais carrément biaisée. Alors oui, on peut voir son postulat faiblir linguistiquement, mais qu'en est-il au niveau historique ? Certains objecteront sûrement qu'à l'époque abbasside, la traite des esclaves était une réalité historique et que le terme Maola impliquait souvent une ascendance esclave ou non arabe. De plus, l'on a souvent allégué que les esclaves de cette époque étaient en majorité des Zanj, c'est-à-dire des populations d'Afrique de l'Est. Alors pourquoi ne pas en déduire que le grand-père d'Al-Jahiz, en tant que Maola noir, était probablement un Éthiopien au statut servile ? Eh bien, tout simplement parce que le contexte historique d'Al-Jahiz ne permet pas d'aboutir à ce genre de conclusion. Certes, sous les empires omeyyades et abbassides, le terme Maola désignait souvent des populations non arabes, ou de manière plus large, des groupes socialement associés aux anciens esclaves. Mais cela ne veut pas dire que ce terme renvoyait exclusivement aux Africains, et encore moins aux Zanj. Comme on l'a déjà souligné, les orientalistes projettent souvent sur leur sujet d'étude leur propre vision du monde et les préjugés de leur époque. C'est devenu presque automatique. Chaque figure éminente au teint foncé, donc noire ou africaine, pour reprendre leur terme, doit forcément avoir une origine servile. De prime abord, l'on serait tenté d'abonder dans ce sens, vu que la traite des esclaves noirs sous l'Empire abbasside était bien réelle. Cela pourrait donc justifier ce type de conclusion hâtive. D'ailleurs, même certains afrocentristes tombent dans ce piège en interprétant la révolte des Anges comme une rébellion d'esclaves noirs originaires d'Afrique de l'Est. Mais attention, cette vision crée l'illusion que le trafic négrier est une constante de l'histoire islamique et du monde arabe. On insiste souvent pour présenter cette révolte comme un soulèvement essentiellement composé d'esclaves d'Afrique de l'Est. Deux orientalistes renommés, Alexandre Popović et Theodor Noldek, dans Sketches from Eastern History, ont contribué à ancrer cette idée en consacrant une partie de leurs travaux à la fameuse révolte des Zanj. Qu'est-ce donc que la révolte des Zanj ? Et pourquoi mentionner les travaux de Popović à ce sujet ? La révolte des Zanj désigne le soulèvement majeur contre le califat abbasside qui s'est déroulé de 869 à 883. Cette rébellion, déclenchée près de Bassora, dans le sud de l'Irak actuel, était menée par Ali ibn Mohammed, un chef probablement d'origine arabe ou perse. Elle a causé des centaines de milliers de morts avant d'être brutalement réprimée.
Les conditions de vie des anges, selon de nombreux historiens, étaient particulièrement misérables. Ces travailleurs subalternes accomplissaient des tâches pénibles et vivaient sous une oppression constante. Conventionnellement, ils sont décrits comme des esclaves qui se seraient rebellés contre leur maître en raison de mauvais traitements. Sans entrer dans les détails de cette révolte, concentrons-nous sur les éléments essentiels qui éclairent les spéculations de Charles Pella et leurs répercussions sur les études d'Al-Jahiz. Popovich, dans son étude de référence, insiste sur l'origine est-africaine des anges et détaille le commerce d'esclaves noirs en provenance de la côte orientale africaine, incluant l'Éthiopie, à destination de l'Irak abbasside. Il souligne, je cite, « Les anges, ainsi que beaucoup d'autres esclaves noirs originaires des côtes d'Afrique orientale, où on les avait capturés, achetés ou obtenus des États soumis à titre de tribut, furent importés en grand nombre dans l'Irak abbasside à partir d'une date indéterminée. Leurs conditions de vie devaient être extrêmement dures puisque, en l'espace de 3 siècles, ils se révoltèrent à 3 reprises. » Popovich établit donc 2 points cruciaux. 1. Une présence significative d'esclaves zanj à l'époque d'Al-Jahiz. 2. La majorité de ces populations serviles viendraient d'Afrique orientale, incluant les populations dites zanj de la côte est africaine, dont l'Éthiopie ferait partie. Cette vision a ouvert la voie à l'hypothèse de Pellat, qui s'appuie implicitement sur la forte présence d'esclaves noirs à l'époque d'Al-Jahiz pour justifier la thèse de son origine servile et non arabe. Ainsi, pour Pellat et d'autres orientalistes, cette traite aurait été massive et continue, suggérant ainsi qu'il était naturel de lier Al-Jahiz à une ascendance esclave ou éthiopienne. Or, les études historiques récentes sur le sujet nuancent cette perspective et remettent en question l'ampleur supposée de ce trafic d'esclaves zanj au temps d'Al-Jahiz. La traite des esclaves en Afrique de l'Est. Que s'est-il réellement passé ? Dans son ouvrage East Africa in the Early Indian Ocean World Slave Trade, l'historien économique Gwyn Campbell remet en question une idée bien ancrée, celle d'une traite massive des anges dès les débuts de l'ère arabo-musulmane. Une timeline génétiquement impossible. Pour le contexte qui nous intéresse, ce détail est crucial. Al-Jahiz est mort en 869, soit bien avant que cette traite d'esclaves ne commence à prendre de l'ampleur, ce qui rend encore une fois l'hypothèse d'une ascendance zanj, non seulement douteuse mais carrément tirée par les cheveux. Campbell nous indique, je cite, « Bien que la thèse d'un afflux génétique important de populations bantoues d'Afrique de l'Est vers les pays du Golfe semble avérée, les analyses chronologiques situent cet afflux à partir de l'an 980, soit plus d'un siècle après la révolte des anges. Autrement dit, les migrations et les flux d'esclaves depuis l'Afrique de l'Est étaient presque inexistants avant 980. Pellat ignorait cette chronologie incompatible avec son postulat. Nous ne pouvons donc lui en tenir rigueur, cependant nous devons tenir compte de cette information pour évaluer la teneur de ses propos. Pourquoi la traite des esclaves d'Afrique de l'Est était faible ? Pour illustrer ce point, Campbell met en avant 4 raisons, expliquant pourquoi la traite des esclaves d'Afrique de l'Est n'avait pas encore pris de l'ampleur au IXe siècle. Premièrement, des réseaux commerciaux embryonnaires. Au moment où vivait Al-Jahiz, les routes commerciales musulmanes reliant la côte swahili au marché esclavagiste étaient à peine en place. L'Afrique de l'Est était encore trop éloignée pour permettre des échanges réguliers d'esclaves. Deuxièmement, des populations peu denses et isolées. Les zones agricoles de l'intérieur, souvent ciblées pour la capture d'esclaves, étaient à cette époque très clairsemées et situées loin des côtes. Sans un réservoir humain accessible, un trafic massif d'esclaves était tout simplement impossible. Troisièmement, un coût prohibitif pour la capture et le transport. Capturer des esclaves dans cette région impliquait des expéditions risquées et des coûts logistiques élevés pour leur transport jusqu'à la côte, puis pour la sécurité. Autant dire que cela représentait un investissement conséquent pour des retours incertains. Quatrièmement, les risques maritimes considérables. Les navires de l'époque étaient petits et vulnérables aux tempêtes, aux maladies et aux attaques de pirates. Le taux de mortalité des captifs lors de ces voyages était si élevé qu'il décourageait tout commerce d'esclaves à grande échelle. En somme, les conditions économiques, démographiques et logistiques du IXe siècle rendaient improbable une traite d'esclaves orientée vers l'Irak abbasside. Notons également qu'au lieu des esclaves, nous informe l'auteur de Early Exchange, d'autres biens faisaient l'objet d'échanges avec le monde musulman, comme l'or, l'ivoire, l'ambre gris et les peaux d'animaux.
Ce n'est en réalité qu'au XVIIIe siècle que le commerce massif des esclaves d'Afrique de l'Est atteindra son apogée au point d'en devenir une source exclusive d'apport dans l'Empire ottoman. Alors, selon vous, est-ce que après tout cela, on est encore censé croire qu'Al-Jahiz vient d'une lignée née de ce commerce encore embryonnaire? Pourquoi pas le faire arriver sur un tapis volant, tant qu'on y est? L'analyse de Campbell sur la révolte des Zanj apporte un éclairage essentiel. Bien que ce soulèvement ait bel et bien impliqué des esclaves africains, il serait erroné de croire qu'il concernait majoritairement des populations d'Afrique de l'Est. En réalité, les recherches historiques et les études génétiques montrent que la présence d'esclaves originaires de cette région avant le XVIIIe siècle était bien plus restreinte qu'on ne le suppose souvent. Cela remet donc sérieusement en question l'idée d'un commerce massif d'esclaves est-africains dès les premiers siècles de l'ère islamique. Charles Pella avance par exemple que l'oncle d'Al-Jahiz aurait été un esclave d'origine éthiopienne, ou Zanj, comme aiment à le dire certains. Mais cette supposition repose entièrement sur l'idée d'une présence significative d'esclaves est-africains dans le monde arabo-musulman du IXe siècle. Or, à y regarder de près, les faits racontent une toute autre histoire. Lorsque l'on confronte la thèse de Pellat aux sources historiques et aux données disponibles de l'époque d'Al-Jahiz, on constate une fois de plus que ces présupposés historiques ne tiennent pas la route. Quelles étaient les principales origines des Mawali jusqu'au milieu de l'ère abbasside? Selon les travaux de l'historien Gwyn Campbell, le statut de Maola était largement attribué aux populations d'Asie centrale sous l'Empire abbasside. Aujourd'hui, cette région englobe des pays comme l'Iran, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, des territoires qui, autrefois, faisaient partie de l'Empire perse sassanide. En d'autres termes, le statut de Maola concernait avant tout les populations conquises lors des campagnes musulmanes en Perse. Mais pourquoi ce terme s'attachait-il plus particulièrement à ces groupes? Au début des conquêtes musulmanes, l'identité arabe et l'identité musulmane étaient perçues comme étroitement liées, presque synonymes. L'historienne Carol Graham explique que dans les premières années de l'Empire islamique, arabe et musulman étaient des notions pratiquement interchangeables aux yeux des conquérants. Autrement dit, se convertir à l'islam ne suffisait pas pour être pleinement intégré. Il fallait également devenir maola, c'est-à-dire client d'une tribu arabe. Ce statut de maola jouait un double rôle, facilitant l'intégration des convertis, tout en marquant leur appartenance étrangère par rapport aux Arabes de naissance. Comme l'explique Graham dans son article académique « The Meaning of Slavery and Identity in Al-Andalus », au début de l'Empire musulman, les Arabes assimilaient les termes « musulmans » et « arabes », les voyant comme interchangeables. Pour les non-arabes, la seule manière de se convertir à l'islam passait par l'adoption du statut de maola, ou client d'une tribu arabe. En fin de compte, maola semble avoir évolué pour désigner un musulman non-arabe, tout en gardant, en théorie et en pratique, son sens premier de membre adoptif d'une tribu. De plus, un esclave affranchi devenait automatiquement maola, comme l'illustre le cas d'Ibn Garcia. Ainsi, le statut de maola n'était pas réservé aux seuls esclaves affranchis. Il servait de marqueur d'appartenance pour tous les non-arabes convertis à l'islam, soulignant à la fois leur intégration et leur position distincte au sein de la société musulmane. Par ailleurs, les recherches de nombreux historiens montrent qu'à l'époque des premières conquêtes musulmanes, les populations majoritairement désignées sous les termes ajam, étrangers, mawali, non-arabes musulmans, souvent esclaves affranchis, ou encore comme esclaves eux-mêmes, étaient principalement issus de groupes blancs perses et byzantins. Par exemple, les travaux de James T. Monroe dans The Shu'ubiyya of Al-Andalusi, The Risala of Ibn Garcia and Five Refutations, révèlent que ces Mawali étaient très souvent d'origine perse ou byzantine. Ils sont décrits comme ayant un teint clair et des cheveux blonds, une apparence qui contraste avec celle des Arabes. Ibn Garcia, lui-même identifié comme un Mawali et un auteur influent de la mouvance Shu'ubiyya en Andalousie, nous fournit une description détaillée de ce qui constituait, selon lui, la majorité de ceux que l'on appelait les Mawali. En cherchant à valoriser leurs qualités distinctes, il souligne leur apparence physique et leur noble origine. Ainsi nous indique-t-il que les Mawalis sont, je cite, « des blonds à la peau claire et non des Arabes, possesseurs de chameaux galeux. Ils sont les descendants des glorieux ancêtres de Chosroès. Ils sont blonds et d'origine romaine, de lignée byzantine.
ceux dont la peau est douce et parmi lesquels aucun Égyptien ni Nabatéen ne s'est mélangé. Leur honneur familial et leur noble lignée se sont bien préservés. » Fin de citation. Citation extraite de la page 24 de l'œuvre de James Monroe, The Shu'ubiyya of Al-Andalusi. Monroe commente ce passage en précisant que l'épître d'Ibn Garcia s'inscrit dans la tradition du mouvement Shu'ubiyya des Mawali perses, qui valorisait leur carnation blanche ainsi que leurs origines non arabes en réponse aux préjugés de l'époque. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce point lorsque nous analyserons l'impact de cette mouvance dans les prises de position d'Al-Jahiz. Tradition islamique. Quand les Arabes appelaient les Blancs des Rouges. Il est important de signaler ici que la tradition islamique contient elle-même de nombreux hadiths qui indiquent qu'à une certaine époque, la plupart des esclaves dans le monde arabe étaient d'origine non arabe, et souvent leucodermes, c'est-à-dire à la peau claire, en particulier d'origine romaine ou perse. Ces récits nous donnent un aperçu précieux des réalités sociales et ethniques entourant les Mawalis et les esclaves sous les premiers califes. En voici un exemple. Dans un hadith rapporté dans le Sahih Muslim, un homme de la tribu des Banu Tamim est décrit avec un teint blanc, associé à celui d'un esclave. Ce détail est significatif car il ne témoigne pas seulement de la présence d'esclaves d'origine romaine ou perse, mais révèle aussi que la blancheur de la peau était un trait fréquent parmi les esclaves, donnant ainsi des indices sur la principale composition démographique de la population servile de l'époque. Ayyub rapporte « Nous étions en compagnie d'Abu Moussa lorsqu'un homme de Banu Tamim arriva. Il avait le teint rouge, c'est-à-dire à la peau blanche, semblable à celui des esclaves. Abu Moussa l'invita à partager un repas, rappelant que le prophète, paix et bénédiction sur lui, mangeait de cette viande. L'homme refusa d'abord, expliquant qu'il avait vu la volaille manger quelque chose de repoussant et avait juré de ne pas en manger. Abu Moussa lui rappela alors un exemple tiré de la vie du prophète pour le convaincre. Hadith 4046, extrait du Sahih Muslim, livre 15, chapitre du livre des serments. Avez-vous remarqué qu'ici le teint rouge désigne une personne à la peau blanche ? En effet, en arabe littéraire, surtout chez les premiers musulmans, les références chromatiques différaient considérablement de celles d'aujourd'hui en Occident. Ceux que nous appelons aujourd'hui des blancs étaient qualifiés de rouges par les anciens arabes. Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, un éminent philologue de son temps, c'est-à-dire un spécialiste de l'étude historique et linguistique des textes, a écrit de nombreux ouvrages sur la lexicographie arabe, les sciences coraniques et le hadith. Lui-même fils d'une esclave d'origine byzantine et ayant vécu à la même époque qu'Al-Jahiz, apporte un éclairage essentiel sur le terme « rouge » pour désigner certaines personnes dans la littérature arabe classique, et en particulier dans les hadiths. Voici ce qu'il explique au chapitre 4, page 388 de son livre « Gharib ul-Hadith ». L'expression « al-Hamra », c'est-à-dire les rouges, désigne les non-arabes et les Mawalis. Ils sont appelés ainsi car les couleurs prédominantes chez les Arabes sont as-Soumara, soit une couleur noire brunâtre, et al-Udma, c'est-à-dire d'une couleur allant du noir brunâtre profond à noir foncé, tandis que les non-arabes sont caractérisés par des teints blancs ou très pâles. Ainsi, lorsqu'on parle des enfants d'Adam, on distingue parmi eux les noirs et les rouges, ces derniers ayant une peau plus claire tendant vers la blancheur, et les premiers une peau sombre allant du brun au noir profond. Ainsi, Abu Ubayd al-Qasim, lui-même descendant d'esclaves blancs, confirme que le statut de Mawali, client ou affranchi, était associé au phénotype leucoderme, c'est-à-dire aux populations dites blanches, en particulier perses et romaines. Les traditions islamiques et la langue arabe de l'époque reflètent donc une réalité historique que certains préfèrent aujourd'hui ignorer ou dissimuler. Il serait difficile ici de mentionner tous les hadiths confirmant ce point. Nous recommandons néanmoins les travaux de Tariq Berri, chercheur marocain ayant approfondi la question du phénotype des Arabes d'origine. Il aborde aussi sur sa chaîne le cas des Perses et les révoltes sous l'Empire abbasside qui ont influencé notre compréhension moderne de l'islam. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, la chaîne de Soudan Makina, bien que ne traitant pas à notre connaissance spécifiquement du cas des Perses et des Mawalis, fournit néanmoins plusieurs éléments permettant d'approfondir le sujet. Alors, selon vous, est-il à ce stade plus crédible de croire qu'Al-Jahiz était un descendant de Maola Zanj, bien qu'il affirme le contraire, que les auteurs classiques n'en parlent pas, que la seule source citée par Pella n'est en rien probante, ce surtout dans un contexte où le commerce des esclaves Zanj était presque inexistant et où le terme Maola faisait essentiellement référence aux Perses et aux Romains,
Ou alors serait-il plus simple de reconnaître qu'Al-Jahiz était un pur arabe de la tribu de Kinana, comme il l'a lui-même affirmé? Y a-t-il encore des sceptiques à ce stade? Oui, très bien, alors poursuivons. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. La position d'Al-Jahiz sur le mouvement Shou'ubiyya. Fakhr al-Soudan ala al-Bidan. Cette œuvre est souvent citée comme une preuve irréfutable de l'origine zanj d'Al-Jahiz. Partout où l'on mentionne Al-Jahiz, on évoque ce texte, laissant entendre qu'il y exprime un lien personnel avec la population zanj. Mais cette interprétation est-elle vraiment fondée? Regardons de plus près. Si Al-Jahiz avait véritablement voulu revendiquer une ascendance zanj à travers cette œuvre, n'aurait-il pas aussi manifesté une sympathie naturelle pour le mouvement Shou'ubiyya, un mouvement qui, après tout, donnait la parole aux Mawali, ces non-arabes musulmans dont beaucoup se sentaient en marge de la société? Alors qu'en est-il vraiment? Quelle était la position d'Al-Jahiz face à ce mouvement? Pour comprendre l'enjeu, il est essentiel de saisir ce qu'était la Shou'ubiyya. Ce mouvement, né au 8e siècle sous le califat abbasside, visait à défendre les cultures non arabes contre la domination culturelle et politique arabe. Mais attention, il ne s'agissait pas uniquement d'une quête d'égalité. Ce mouvement a évolué, passant de la défense de la culture persane à une revendication de supériorité sur les Arabes. En littérature, en poésie et même sur le plan linguistique, la Shou'ubiyya exaltait les valeurs et l'héritage des Perses, cherchant à rétablir la dignité des civilisations non arabes, en particulier celle de la Perse pré-islamique. La Shou'ubiyya s'enracine profondément parmi les Mawali, ces non-arabes convertis, souvent d'origine perse, qui ressentent les tensions sociales et le mépris de l'aristocratie arabe, surtout à l'époque omeyyade, comme l'explique Docteur. Elias Giannakis, les Mawali, bien que musulmans, étaient souvent relégués à des rôles subalternes et traités comme des citoyens de seconde zone. Les Arabes, en tant qu'élite militaire et politique, maintenaient un monopole du pouvoir pendant plus d'un siècle, suscitant le ressentiment des Mawali. Ce ressentiment n'était pas seulement culturel, mais aussi politique. Il est né d'une frustration contre l'arrogance perçue des élites arabes qui voyaient, en la révélation coranique donnée à un prophète arabe, une preuve de leur suprématie. Comment ce ressentiment s'est-il exprimé? À travers la littérature et la poésie. Les Mawali Shou'ubites ont pris la plume pour revendiquer la grandeur de leurs origines et critiquer l'arrogance arabe. Des auteurs comme Abu Ubaïdah Ma'mar ibn al-Muthanna ont même écrit des ouvrages pour célébrer la culture persane et minimiser l'héritage arabe. On voit ici un conflit d'identité intense dans le monde islamique médiéval, un défi à la domination arabe et une tentative de prouver que l'islam pouvait aussi être non arabe. C'est dans ce contexte de tension culturelle qu'Al-Jahiz prend position. Mais contre toute attente, Al-Jahiz ne soutient pas la Shou'ubiyya. Bien au contraire, il devient l'un de ses plus virulents détracteurs. Et cela est frappant. Il faudrait donc se demander, si Al-Jahiz était lié aux Mawali par son origine, comment se fait-il qu'il n'ait pas pris leur parti? N'aurait-il pas saisi cette occasion pour défendre les idéaux prônés par ce mouvement? Or, ses écrits parlent d'eux-mêmes. Il montre un incontestable parti pris en faveur des Arabes, allant même jusqu'à critiquer le mouvement Shou'ubiyya en disant dans son traité Al-Nabita, je cite, « Rien n'est plus irritant que de voir votre esclave prétendre qu'il est plus noble que vous et affirmer qu'il a acquis cette noblesse lorsque vous l'avez affranchi. » Fin de citation. Qui peut encore affirmer après cela que l'auteur de tels propos serait probablement un Maoula? Un tel mépris pour la Shou'ubiyya peut-il encore laisser place au doute concernant les tentatives d'édulcoration de certains? La Nisba est le nom d'Al-Jahiz. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Parmi tous les éléments qui témoignent de l'arabité d'Al-Jahiz, réfutant par la même occasion sa pseudo-ascendance zanj, son nom en est le meilleur témoin. Vanessa van Rantergem a mené une étude assez intéressante au sujet de l'onomastie arabe et son implication sociale dans les sociétés abbassides. Elle écrit dans son article « Identifier et s'identifier dans les milieux lettrés bagdadiens », je cite. Le nom arabe, complexe, était porteur d'un grand nombre d'informations sociales, d'où le soin mis par les auteurs de dictionnaires biographiques à fournir pour chaque personnage faisant l'objet d'une notice une chaîne onomastique détaillée. Le nom était porteur de nombreux indices permettant l'identification individuelle, mais aussi sociale d'un personnage. Nasab et Nisba renseignaient sur le rattachement lignagé et éventuellement sur l'appartenance ethnique lorsque cet élément était pertinent dans le contexte concerné. Certains éléments du nom, ism et kunya en particulier, étaient aussi susceptibles d'indiquer l'appartenance religieuse,
plus sûrement que la nisba qui pouvait renvoyer à un ancêtre lointain. Fin de citation. Pour ceux qui ne le savent pas, l'onomastie est l'étude des noms. Vous pourrez glisser ce mot dans vos conversations pour impressionner vos amis. Mais revenons à notre sujet. Lorsqu'on suggère qu'Al-Jahiz était éthiopien ou zange, et surtout un descendant d'esclaves affranchis, l'un ne va jamais sans l'autre dans les exposés que vous verrez sur Al-Jahiz, on devrait retrouver dans son nom complet Abu Othman Amru ibn Bahr Mahboub al-Kinani al-Laythi al-Basri, des éléments qui permettent de justifier cette hypothèse. Or, est-ce le cas ? Ceux qui sont arrivés jusqu'ici doivent bien avoir une petite idée de la réponse. Mais jouons le jeu. Petite explication préalable de termes, les composantes de l'onomastique arabe. Avant de plonger dans l'analyse du nom, voici quelques termes à ne pas perdre de vue pour comprendre ce dont il est question en matière d'onomastique. Le nom arabe est composé de 4 grands éléments. 1. L'ism, al-esm. L'ism est le prénom de la personne, souvent choisi pour ses connotations positives ou religieuses. Dans le nom d'Al-Jahiz, l'ism est Amr, Amrou. Ce prénom est son commun dans le monde arabe et peut souvent être retrouvé dans les histoires anciennes et les textes religieux. Deuxième, la kunya, al-Kogné. La kunya est un nom honorifique qui commence généralement par Abu, père de, ou mère de. Elle fait souvent référence au nom du fils aîné ou à un personnage, souvent issu de la généalogie du référent ou à une qualité particulière. Dans le cas d'Al-Jahiz, c'est Abu Othman. Troisième, le nasab, an-Nezb. Le nasab est une chaîne de noms qui montre la lignée d'une personne en énumérant généralement les noms du père, du grand-père, etc. Dans le cas d'Al-Jahiz, son nasab est Ibn Bahr, indiquant qu'il est le fils de Bahr. Cette composante est cruciale pour retracer les ancêtres d'une personne et pour établir des connexions familiales au sein de la société arabe. Quatrième, la nisba an-nisba. La nisba indique l'origine géographique, tribale ou parfois professionnelle d'une personne. Pour Al-Jahiz, sa nisba est Al-Kinani al-Laythi al-Basri, montrant son appartenance à la tribu des Kinani et plus spécifiquement au clan des Layth de Basra al-Basri. Cela fournit des informations précieuses sur ses racines tribales et géographiques. Maintenant que vous êtes au fait de la terminologie et des indications onomastiques d'un nom dans les sociétés arabes classiques, décomposons le vrai nom d'Al-Jahiz pour voir s'il y a ne serait-ce qu'un indice qui nous permette d'entrevoir une ascendance servile ou éthiopienne. Décryptage onomastique. Commençons par la kunya Abu Othman. Les théoriciens des origines éthiopiennes aiment répéter que notre auteur tirait fierté de sa kunya. Or, que nous apprend-elle ? Abu Othman signifie père d'Uthman, Uthman étant l'un des 4 grands califes de l'ère islamique. C'est une appellation honorifique très commune dans le monde arabe. Apparemment, ici, il n'y a pas de trace d'origine non arabe. Quel dommage ! En second lieu, son ism, Amr, est un prénom typiquement arabe, souvent porté par des figures historiques et religieuses dans le monde arabe. Là encore, on ne trouve toujours aucune trace qui laisse présager une origine non arabe. Le troisième élément de son nom, son nasab, indique qu'il est le fils de Bahr. Encore un lien direct avec une lignée arabe, dans la mesure où il nous indique que Bahr est le nom de son père. Rappelons ici que si Al-Jahiz avait été un Maoula, il y aurait très peu de chances, voire aucune, que l'on retrouve le terme Ibn, marquant clairement un lignage et une filiation directe. Nous reviendrons sur cet élément par la suite. Maintenant, venons-en à la cerise sur le gâteau. Interrogeons sa nisba qui est Al-Kinani, Al-Laythi ou Al-Fuqaymi selon certains, Al-Basri. Le terme Al-Kinani affirme sans détour qu'il appartient à la tribu des Kinana, une tribu arabe bien connue à laquelle était également rattachée la tribu des Quraysh, celle du prophète de l'islam. Sa nisba ne fait qu'apporter davantage de précision sur cette filiation principale. Et là encore, pas la moindre trace d'une quelconque origine éthiopienne, pas de Al-Habashi ni de Al-Zanj, qui pourrait offrir aux partisans de ces théories farfelues la moindre raison d'espérer. Pourquoi le nasab et la nisba en disent long sur l'origine d'Al-Jahiz ? Si Al-Jahiz avait vraiment été un Maoula, son nom aurait sans doute révélé des indices indiscutables. Les études approfondies sur la généalogie et les noms arabes, comme le montre Youssouf Raghib dans Les non-dits du nom. Onomastiques et documents en terre d'islam démontrent que les Mawali, pluriel de Maola, incorporaient souvent des éléments spécifiques dans leur nom pour signaler leur statut d'affranchi.
Un maola, par exemple, se présentait souvent comme maola de telle ou telle tribu ou portait une nisba indiquant son ancien maître ou la famille à laquelle il était rattaché, sans mention du nasab, ibn, qui marque une filiation généalogique directe. En d'autres termes, si Al-Jahiz avait été un maola ou le descendant d'un esclave affranchi, son nom aurait probablement inclus des expressions comme maola al-Kinani ou une nisba, renvoyant à ses prétendues origines éthiopiennes ou zanj, avec des termes tels que al-Habashi ou al-Zanj. Ou encore, au lieu de Ibn Bar, nous aurions pu lire Maola Dantel, rattachant ainsi sa lignée à un ancien maître. En somme, nous aurions certainement retrouvé dans son nom complet des traces de cette supposée origine éthiopienne ou de servilité que certains, comme Charles Pellat, tentent de lui attribuer. Mais surprise, rien de tel n'apparaît. À la place, nous trouvons des indications claires de filiation et d'appartenance à la tribu des Kinana. Alors, pourquoi s'obstiner à nier les évidences ? Les noms ne mentent pas. Il est fascinant de voir jusqu'où certains iront pour imposer une narration qui ne tient même pas face à une simple analyse onomastique. Nous avons démontré tout au long de notre explication comment les préjugés eurocentrés, si souvent enracinés dans les études africaines, islamiques ou orientales, ont contribué à façonner une légende tenace autour des origines d'Al-Jahiz. Cette prétendue ascendance esclave et zange qu'on nous ressort systématiquement pour évoquer son africanité, ou du moins sa noirceur, repose sur un imaginaire forgé de toutes pièces et alimenté par des préjugés persistants. Il est donc grand temps de reléguer ces théories infondées là où elles appartiennent, au rayon des fictions divertissantes, mais certainement pas académiques. Al-Jahiz était un arabe noir, membre de la noble tribu des Kinana, et nous pensons avoir fourni assez de preuves pour en attester. Si ce contenu vous a apporté des éclairages utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. J'ai failli oublier le petit bonus pour clore en beauté. Comment conclure cette présentation sans vous montrer comment certains, confrontés à l'évidence de l'arabité authentique d'Al-Jahiz, redoublent de créativité pour travestir la réalité à travers des illustrations fantaisistes. Vous êtes prêts pour ce moment de détente ? Allez, on plonge dans le dernier chapitre. Les images d'Al-Jahiz en question. Comme nous l'avons vu, il est de notoriété publique qu'Al-Jahiz était noir. Même Charles Pellat, l'islamologue dont nous avons tant discuté les thèses, confirme ce fait. Écoutons-le. Un autre argument en faveur de l'origine africaine d'Al-Jahiz nous est fourni par son aspect physique. Il avait le teint très foncé et même en faisant intervenir la loi de Mendel et en tenant compte du teint brun de la population basrienne, il est probable que la couleur de l'ancêtre noir se serait considérablement atténuée si du sang blanc s'était constamment infiltré dans la famille. C'est Pellat, le milieu basrien, et la formation de Gaïz, P56. Alors oui, Al-Jahiz était noir. N'en déplaise à ceux qui jouent avec des euphémismes pour nier l'évidence. Mais ce n'est pas si simple à admettre pour certains. Pourquoi ? Parce qu'Al-Jahiz n'était pas seulement noir, il était aussi une figure prédominante de la littérature arabe, fier descendant de nobles tribus, et surtout, rien n'indique qu'il était descendant d'esclaves, contrairement au bon vieux Bilal dont l'image semble plus confortable. Pour résoudre cette dissonance cognitive, certains ont cherché à tout prix à remodeler Al-Jahiz. Les solutions ? Les plus créatifs ont essayé de l'associer au stéréotype du bon nègre esclave. D'autres l'ont adouci en le représentant légèrement basané, et enfin, le dernier groupe ne s'est même pas embarrassé. Ils l'ont tout simplement blanchi. Et c'est ainsi qu'est né le mythe d'Al-Jahiz, l'érudit arabe à la peau claire. Ces images en disent long sur les falsifications visant à effacer la contribution africaine dans l'histoire, tout en renforçant le stéréotype du nègre esclave. Elles témoignent aussi d'une persistance étonnante de l'aversion négrophobe dans certaines sphères. Oui, on est prêt à reconnaître le génie d'Al-Jahiz, mais à condition qu'il se conforme aux exigences de blancheur de certains néo-arabes. Un coup de pinceau bien blanc sur une toile historiquement noire, n'est-il pas fascinant de voir jusqu'où certains sont prêts à aller pour réécrire l'histoire et la conformer à des idéologies contemporaines ? Alors la question reste posée. Combien de temps encore laisserons-nous cette révision flagrante se perpétuer ? En conclusion, l'histoire d'Al-Jahiz est bien plus qu'une question d'origine ethnique. Elle illustre la manière dont l'histoire peut être déformée pour cadrer avec des récits simplistes et confortables. Des chercheurs comme Charles Pellat, en s'appuyant sur des interprétations douteuses et des préjugés,
ont transformé ce géant de la littérature arabe en figure servile, réduisant ainsi les contributions africaines au monde arabo-musulman. Or, l'analyse onomastique de son nom, son appartenance à la tribu Al-Kinani et la remise en question de la notion de Maoula montrent clairement qu'Al-Jahiz n'a ni ancêtre esclave ni origine éthiopienne avérée. Les tentatives de blanchir son image visuelle traduisent une volonté de minimiser, voire d'effacer, l'héritage africain d'une figure intellectuelle incontournable. Cette révision persistante nous rappelle combien les récits, biaisés et teintés d'eurocentrisme, continuent d'altérer notre compréhension de l'histoire. Rétablir la véritable identité d'Al-Jahiz, c'est rendre justice à un esprit qui transcende les frontières, tout en invitant à réévaluer les préjugés qui, sous couvert d'objectivité, dissimulent les réalités complexes du passé. La figure d'Al-Jahiz, un arabe noir fier de ses origines, incarne une lutte contre les préjugés historiques et raciaux. En déconstruisant les récits biaisés qui l'ont réduit à une origine servile ou étrangère, nous rendons justice à sa véritable identité et à l'héritage qu'il nous lègue, celui d'un intellectuel à la fois arabe et africain, dont la pensée s'élève au-delà des frontières imposées. Mais jusqu'où vont les liens entre l'Afrique et l'Arabie dans l'histoire ? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons la thématique fascinante de l'Afrabia et nous questionnerons en profondeur les liens historiques et culturels qui permettent de voir en Al-Jahiz, l'arabe noir, un Africain à part entière. Nous nous pencherons sur les tribus nobles d'Arabie, en particulier les Kinana, auxquels il appartenait, pour mieux comprendre cette culture hybride qui remet en cause les frontières coloniales et géographiques d'aujourd'hui. Al-Jahiz était-il un Afro-arabe avant l'heure ? Comment la perception de la noirceur et de l'identité arabe a-t-elle évolué au fil des siècles ? Et que révèle cela de notre vision actuelle des identités africaines et arabes ? Rejoignez-nous pour plonger au cœur de cette quête de vérité historique et déconstruire les mythes qui continuent de diviser.